Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités boursières à la mi-journée. Avant la grande édition du soir, 1 heure pour décrypter les grandes tendances, les actualités, mais aussi les enjeux de marché. À 17h, au sommaire de cette édition, la séquence Banque centrale continue avec la décision de la Banque centrale du Japon de maintenir sa politique monétaire accommodante hier. La BOJ qui constate une inflation qui progresse dans le pays, mais qui reste, selon ses prévisions, aux alentours des 2%. La BOJ qui table également sur le caractère transitoire de celle-ci, tout en faisant part de ses préoccupations vis-à-vis des retombées du conflit en Ukraine sur son économie. A l'inverse, la Bank of England avait emboîté le pas à la Fed hier et décidé de relever de 25 points de base son taux directeur, tandis que Christine Lagarde s'est exprimée hier et a annoncé que la BCE détient des marges supplémentaires entre la fin de son programme de rachat d'actifs et une première hausse de taux, alors que la politique de la BCE, rappelons-le pour l'instant, est de maintenir sa politique monétaire inchangée dans un contexte de progression de l'inflation sur le sol européen. Elle atteignait hier un record à 5,9% en annuel sur le mois de février 2022. Du côté de la Russie, il n'y aura finalement pas de défaut sur le paiement de plusieurs coupons d'un montant de 117 millions de dollars. Suite au gel des avoirs de la Banque centrale russe, la perspective de voir le paiement de ces coupons en roubles et non en dollars et ainsi de faire face à un défaut de paiement de principe agitait le marché ces derniers jours. Mais plusieurs sources ont annoncé hier avoir bien reçu le paiement de leurs coupons en dollars. La banque JP Morgan, banque correspondante de la Russie, aurait traité le paiement envoyé par l'État russe et celui-ci sera actuellement en cours de vérification. A noter par ailleurs que Joe Biden et Xi Jinping doivent s'entretenir entre autres à propos du conflit en Ukraine aujourd'hui à 14h heure française. Nous reviendrons en plateau sur les conséquences de ce conflit sur l'inflation, mais aussi sur le cas d'investissement de la Chine. Et nous prendrons pour finir un petit peu de recul sur les marchés, tenterons de comprendre ici en plateau comment protéger ses actifs et ses placements dans ce contexte, comment gérer concrètement ses allocations face à une inflation qui dépasse les 5%. C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Eva Ben Saadi. La bourse de Paris recule à la mi-journée dans un marché toujours centré sur la guerre en Ukraine. Les Russes poursuivent actuellement leur offensive et à quelques heures d'un entretien entre les présidents américains et chinois. Un recul qui s'explique aussi par la pression des cours du pétrole, alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine n'ont pour l'instant rien donné. En effet, après 4 jours de tractation, les commentaires des deux camps confortent le sentiment que la perspective d'un accord demeure lointaine. Et alors qu'hier, les marchés évoquaient un possible défaut de paiement de la Russie, Moscou semble finalement en mesure d'honorer ses dettes en effectuant ses paiements obligataires libellés en dollars. Les banques centrales ont, elles, cité la guerre en Ukraine pour justifier, voire confirmer leurs craintes concernant l'inflation. La Fed et la Banque d'Angleterre ont relevé leur taux d'intérêt. Les regards, je vous le disais, sont aussi tournés vers cet entretien au sommet entre les présidents américains et chinois, prévu à 14h heure française. Les États-Unis qui ont annoncé cette semaine le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l'Ukraine. Joe Biden, on s'en rappelle, qui a également qualifié Vladimir Poutine de dictateur meurtrier. La Chine, elle, a refusé de condamner l'offensive russe ou de la qualifier d'invasion. Du côté des données macro, la zone euro a enregistré en janvier 2022 un déficit commercial de 27,2 milliards d'euros. On attend l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens aux États-Unis en milieu d'après-midi. Les valeurs à suivre aujourd'hui, EDF d'abord. L'électricien a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de plus de 3,1 milliards d'euros, visant notamment à renforcer la flexibilité financière du groupe. Michelin aussi, qui fait état d'une fragile amélioration du marché du pneumatique neuf en février, avant que la crise provoquée par la guerre en Ukraine se fasse sentir. Nous suivrons également Air Liquide, qui annonce avoir lancé un investissement échelonné de plus de 300
100 millions d'euros dans 4 unités de production de pointe au Japon pour produire de l'azote et d'autres gaz de très haute pureté. La société d'investissement Wendel également, qui a réalisé un bénéfice net de 1,05 milliard d'euros en 2021, après une année 2020 passée dans le rouge. On suivra enfin le constructeur français Beneteau. Le cours est en hausse à la mi-journée puisqu'il est largement revenu dans le vert en 2021, dépassant même son niveau de bénéfice opérationnel d'avant-crise après une très bonne fin d'année et se dit très optimiste également pour l'exercice en cours. Voilà, donc c'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Eva Ben Saadi. Et on revient donc sur cette actualité boursière dans Smart Bourse. Nous avons le plaisir de recevoir pour cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, qui est en duplex avec nous. Bonjour Gilles Moec. Bonjour. Alors, on va essayer de revenir ensemble sur cette séquence banque centrale, donc commencé la semaine dernière avec la BCE, puis cette semaine la Fed, la BOE, la BOJ, pour ne citer qu'elle. On va évidemment s'attarder sur la décision de la Fed de relever ses taux directeurs donc d'un quart de point, de 25 points de base, dans un contexte d'inflation toujours grandissante, pour ne pas dire galopante, aux États-Unis. On a l'impression finalement que la décision de la Fed, alors qui n'est pas du tout surprenante, qui était attendue, mais c'est de normaliser coûte que coûte sa politique monétaire par étapes, mais de manière assez certaine. Oui, c'est une normalisation coûte que coûte, en tout cas à ce stade, probablement parce que la situation de l'économie américaine avant la crise ukrainienne était déjà problématique en termes d'effet de second tour dans l'inflation. L'inflation, depuis la sortie de la pandémie, c'est d'une part des effets d'offres assez lourds, d'abord liés au goulot d'étranglement qui se sont multipliés, maintenant liés à l'augmentation des prix de l'énergie en conséquence de la crise ukrainienne. Ça, c'est le choc exogène. Et puis vous avez un choc endogène qui est lié au fait qu'aux États-Unis en particulier, on a sans doute surstimulé la demande intérieure. On a fait trop en fait pour protéger le revenu des ménages et les entreprises pendant la crise pandémique, et on est arrivé à une situation de surchauffe avec un taux de chômage extraordinairement bas et avec une accélération maintenant très forte des salaires. Donc on a une Fed qui, même si on oubliait complètement la crise ukrainienne, se retrouverait dans une situation où on a une inflation persistante, une espèce de spirale inflationniste qui s'est mise en place. Dans ces circonstances-là, que la Fed normalise sa politique monétaire et le fasse assez rapidement, ça me paraît parfaitement normal. La seule concession que la Fed a fait au choc ukrainien, c'est de dire, voilà, ça ajoute un peu d'incertitude. Mais les États-Unis sont de toute manière plutôt moins touchés par la crise ukrainienne que l'Europe. Ils ne sont pas tributaires, comme nous le sommes, du gaz naturel russe. Donc le choc s'annonce pour nous, en termes de croissance qu'on commence déjà à voir dans les indicateurs conjoncturels disponibles, on le verra dans une bien moindre mesure aux US. Et donc voilà, on a une Fed qui continue à délivrer ce qu'elle avait l'intention de délivrer. Et alors justement sur ce sujet de la croissance, donc on a vu les perspectives effectivement de la Fed revues à la baisse en termes de croissance donc pour cette année 2022, revues à la hausse en matière d'inflation. C'est une des critiques, si je puis dire, vis-à-vis de cette stratégie donc de politique monétaire, c'est de dire on est sur un choc inflationniste d'offres, on prend la décision d'augmenter les taux, et donc du coup en fait on agit sur ce choc inflationniste d'offres comme on aurait agi sur un choc inflationniste de demande. Est-ce que ça ne va pas avant tout grignoter la croissance plutôt que de ralentir l'inflation ? Dans le cas américain, encore une fois, on a vraiment une situation spécifique. Il y avait un choc de demande. Il y a une inflation nourrie par la demande que l'on peut choisir d'arrêter, et c'est ce que la Fed fait. La question qu'il faut se poser, elle n'est pas pour tout de suite, elle est probablement pour la seconde partie de l'année, c'est à quel moment on en ferait trop. C'est-à-dire où l'effet du choc d'offres sur le pouvoir d'achat aurait un tel impact sur le ralentissement de la consommation que là on entrerait potentiellement dans un ralentissement de la croissance et des prix lui-même auto-entretenu. Donc peut-être faudra-t-il s'arrêter un peu plus tôt, un peu plus vite que ce que la Fed aujourd'hui indique
par l'intermédiaire de son fameux graphique des dot plots. Mais pour l'instant, sur les premiers actes, si vous voulez, de la pièce, les 25 points de base aujourd'hui, les hausses dans les 3 ou 4 comités qui vont avoir lieu, là, je ne pense pas qu'il y ait de débat possible. En revanche, oui, la fin de l'année me paraît plus compliquée, et moi, pour l'instant, je n'achète pas complètement le dot plot. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils arriveront à délivrer les 7 hausses sur la totalité de 2022 qu'ils ont aujourd'hui dans leur carquois. Donc ils devront peut-être arrêter plus tôt que prévu, sachant qu'il y a également cette stratégie de tightening, évidemment, au niveau de la Fed, qui pourrait venir rajouter aussi indirectement des conséquences similaires à celles d'une hausse de taux. On attend les détails sur la vitesse. On n'a pas de calendrier précis, effectivement. Oui. Voilà. Il faudra savoir exactement à quelle vitesse, à quel rythme la Fed réduit la taille de son bilan. Pour moi, c'est vraiment l'élément fondamental, en particulier pour les marchés actions sur la seconde partie 2022 et 2023, parce que lorsqu'on essaie de comprendre ce qui a nourri la progression des marchés dits risqués depuis 2014, c'est-à-dire depuis la mise en place de ces politiques extrêmement lourdes, non conventionnelles de la Fed, on s'aperçoit que la taille du bilan de la Fed est l'un des facteurs les plus déterminants dans l'évolution des prix d'actifs. Une réduction, on en a déjà une petite en 2018-2019 qui a été interrompue par la crise pandémique. Eh bien, une réduction du bilan de la Fed, c'est moins de liquidité dans le système et c'est normalement cohérent avec des indices boursiers qui progressent quand même beaucoup moins vite. Donc attention à ce phénomène-là. On en parle moins parce que là, l'attention est complètement focalisée sur la politique de taux, mais le montant total de liquidité qui sera mis à la disposition du marché par la Fed, ça c'est vraiment un indicateur clé. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Alors, je voudrais rester sur les banques centrales avec vous, Gilles Mouek, même si évidemment on va parler évidemment de cette inflation qui progresse et donc les perspectives économiques qui en pâtissent peut-être pour 2022. Christine Lagarde s'est exprimée hier. Elle a exprimé l'idée qu'il y avait des marges supplémentaires disponibles pour la BCE entre la fin de son programme de rachat d'actifs et le début d'une hausse de taux. On sentait qu'il y avait nécessité à prendre la parole alors que la Fed commençait ses mesures donc, de rétrécissement de son soutien à l'économie américaine et parce qu'à quelques heures de la prise de parole de Christine Lagarde, il y avait ce record historique d'inflation aussi en zone euro, 5,9% sur le mois de février. On voit que l'inflation continue à filer également en zone euro. Est-ce qu'il reste des marges de manœuvre à Christine Lagarde aujourd'hui ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va falloir, nous aussi, en Europe, enclencher un scénario de hausse de taux ? La situation pour moi en Europe est quand même fondamentalement différente de la situation américaine. C'est-à-dire que dans la situation américaine, il y avait surchauffe interne avérée avant la crise ukrainienne. Dans la zone euro, on en était très loin. On avait un choc inflationniste totalement exogène, déterminé par l'augmentation du prix de l'énergie déjà et par les goulots d'étranglement. Si on regardait ce qui se passait du côté du marché du travail, à la différence des États-Unis, nous on avait une augmentation du taux de participation, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une situation de pénurie d'emploi dans la zone euro, et par ailleurs les salaires restaient extraordinairement sages. Et reste toujours d'ailleurs extraordinairement sage. Donc c'était quand même compliqué, et c'est toujours compliqué dans la zone euro de parler d'une vraie spirale inflationniste avec des effets de second tour lourds. Premier élément. Deuxième élément, il y a déjà un tightening de la politique monétaire en Europe. Alors là, on rentre dans une discussion un peu théologique sur ce qui correspond effectivement à un durcissement de la politique monétaire. Mais quand même, on avait une BCE qui, au mois de décembre 2021, nous disait on va réduire la voilure progressivement. Le PEP s'arrête en mars, mais on maintient les achats dans le quantitative easing ordinaire, le programme APP, on le continue. On réduit un peu la voilure, mais le programme pourrait continuer après octobre 2022, potentiellement jusqu'en 2023, et potentiellement d'ailleurs jusqu'à plus l'infini. Là, on a une BCE qui a quand même changé de discours et qui nous dit l'APP, a priori, sauf catastrophe dans les données, on y reviendra, s'arrête au mois de juin. Donc en termes de montant d'achat de titres prévus par la BCE entre le mois de décembre, entre le discours du mois de décembre et le discours du mois de mars, on a quand même perdu à peu près 150 milliards d'euros. Donc il y a quand même
une réduction du stimulus, de toute manière. Sur la question de la vitesse de la hausse des taux, c'est là où on sent que la BCE cherche encore sa voie, probablement parce qu'on a une BCE qui aujourd'hui est extrêmement divisée. Vous avez au sein du Conseil des gouverneurs des gens qui sont plutôt toujours des colombes, qui considèrent qu'il faut aller très très prudemment dans la normalisation de la politique monétaire, que c'est déjà beaucoup d'avoir réduit la voilure sur le quantitative easing, prenons notre temps sur l'augmentation des taux, et une autre partie du Conseil qui s'inquiète d'une possible dérive des anticipations d'inflation et qui veut agir très vite. Pour moi, la réponse à cela, elle se trouvera dans le flux de données dans la seconde moitié de 2022. Si effectivement on s'aperçoit qu'il y a des effets de second tour avérés, que les salaires commencent à accélérer très fort, que à ce choc d'offres est en train de s'ajouter un choc de demande, là oui, ça fera sens d'aller assez vite dans la normalisation des taux, et je sens que c'est un peu la pente naturelle en ce moment de la BCE. Mais il est possible qu'on sera obligé de surseoir, et ce qu'a fait Christine Lagarde dans ce discours devant les ECB Watchers, c'était à mon avis du réglage fin par rapport à sa précédente conférence de presse, qui était quand même très hawkish, ou qui en tout cas a été interprétée de manière très hawkish. Et là on a une BCE qui dit attention, on va quand même regarder les données, nous ne sommes pas absolument arrimés à l'idée qu'il faut commencer à augmenter les taux. Et alors, si on parle de contexte économique de manière plus générale avec vous, Gilles Mouek, on entend donc effectivement il y a des flambées d'inflation un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou également en Angleterre. On a vu la prévision de la Bank of England qui s'attend à 8% d'inflation peut-être sur le deuxième trimestre de l'année. Certains parlent de choc stagflationniste, d'autres commencent également à employer ce terme de récession potentiellement sur l'année 2022 en Europe. Quel est votre scénario, vous, en lien avec ces incertitudes, en lien avec le conflit en Ukraine, évidemment, les chocs inflationnistes qui en découlent et qui viennent s'accumuler sur ceux qu'on avait connus déjà au sortir de la pandémie. Quel scénario pour cette année 2022, Gilles Mouek ? Alors, un point quand même à garder en mémoire, c'est le fait que avant la crise ukrainienne, on était dans la zone euro dans une trajectoire de reprise extrêmement forte, puisque nous sommes sortis en fait du pic de la crise pandémique plus tard que les Américains. Et nous étions toujours dans une phase de rattrapage rapide. Et moi, mon hypothèse pour la croissance du PIB en 2022 dans la zone euro, c'était presque 4%. Et avec pour une fois d'ailleurs une croissance du PIB en Europe légèrement supérieure à celle qu'elle était aux États-Unis. Ça, c'était la réalité pré-Ukraine. En tenant compte du fait qu'on avait une inflation forte, qu'elle allait de toute manière éroder le pouvoir d'achat des ménages, je pense qu'on arrivait quand même à 4%. Aujourd'hui, si on fait une simulation sur la base d'un prix du pétrole à $125 le baril et à 200 € du mégawattheure sur le gaz, on arrive à perdre à peu près entre 1,5 point et 2 points de croissance. D'accord. Ça, c'était notre simulation la semaine dernière. Elle est à peu près en ligne avec ce que dit la BCE, à peu près en ligne avec ce que dit l'OCDE. Ça laisse une croissance de la zone euro à 2%. Pour qu'on en arrive à une vraie récession en moyenne annuelle, pour que le PIB 2022 soit plus bas que le PIB 2021, familièrement, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire que là, il faudra aller dans un scénario dans lequel c'est pas simplement les prix de l'énergie qui montent, mais c'est l'approvisionnement lui-même en énergie qui s'interrompt, qui nous obligera à ce moment-là à stopper la production à l'instant du secteur. On n'en est pas là. Donc on parle plus de stagflation, si je comprends bien aujourd'hui, que de récession, Gilles Mouek. En tout cas, sur la base des données qu'on utilise aujourd'hui, moi je reste frappé du fait que les simulations qu'on a faites, qui parfois étaient jugées comme très optimistes, alors qu'encore une fois, c'est à peu près en ligne avec ce que dit l'OCDE, par exemple, perdre 1,5 point ou 2 points, ce qui en phase normale serait énorme. Genre, perdre 1,5 point ou 2% de croissance, c'est normalement énorme. Mais compte tenu de la vitesse acquise dans les économies, oui, ça reste compliqué d'être dans un vrai scénario de récession. Mais le terme stagflation, on peut tout à fait l'utiliser. La vraie question pour moi, c'est à quel point c'est une situation persistante. C'est-à-dire que si on a une stagflation définie par on a une inflation forte et une croissance assez flagada, si ça dure 1 an ou 1 an et demi, c'est pas très grave. Si en revanche on s'installe dans un régime de ce type-là sur plusieurs années, c'était ça la stagflation des années 70 et du début des années 80. Là, on a un vrai problème, mais encore une fois, on n'en est pas là. Merci beaucoup Gilles Mouek d'avoir répondu donc à nos questions dans Smart Bourse pour comprendre un petit peu ce contexte économique international et notamment en lien avec l'intervention ou non des banques centrales, ou en tout cas les décisions monétaires des banques centrales. Je rappelle que vous êtes le chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Gilles Mouek et quant à nous, on se retrouve dans un instant dans Smart Bourse. Et
Et nous nous retrouvons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse à 12h30 et nous avons le plaisir d'être en plateau avec Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors c'est un sujet qu'on vient de traiter, qu'on entend depuis plusieurs mois. La séquence Banque Centrale cette semaine l'a encore montré. Là où les grandes banques centrales ont un objectif d'inflation de 2%, les événements récents, à savoir la pandémie, les goulots d'étranglement en sortir de pandémie, ou en tout cas une amélioration de la situation économique et sanitaire, et bien évidemment aujourd'hui le conflit en Ukraine, ont des effets inflationnistes forts. On est globalement sur une inflation qui dépasse les 5%, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Angleterre. La question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on protège son portefeuille? Je rappelle que même s'il y a eu une augmentation du taux du livret A, maintenant il est à 1%, que les fonds en euros atteignent 2%. Il faut pas être... Enfin, le calcul mental est assez vite fait pour comprendre qu'on perd de l'argent avec un certain nombre de placements traditionnels. Disons qu'en Europe, on a eu depuis maintenant quelques années l'habitude d'avoir une inflation très faible, entre 1 et 2, enfin plutôt proche de 1, 1,5. Donc, dans l'esprit d'un épargnant, en fait, ce n'était même pas un sujet. Ça l'est toujours, puisque c'est quand même une arme de destruction massive de l'épargne. C'est un coût indolore sur le capital. Mais j'allais dire, 1, 1,5, ça n'entre pas dans le champ de vision d'un investisseur long terme qui a des placements assez risqués. Là, on ne peut plus faire l'économie de se dire, ah oui, si ça dure, à 5, 6, 7, on est à 8 aux États-Unis. C'est-à-dire que tous les ans, je perds ce pourcentage sur un capital, même si c'est du cash sécurisé. Alors, c'est là où, en fait, aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que ce régime va persister, parce que on a bien compris, il y a des chocs exogènes, endogènes, mais on est quand même sorti de 30 années de désinflation assez rapidement par deux chocs qui sont certes exceptionnels, mais qui se répètent. La pandémie, c'est pas une nouveauté, alors de cette ampleur-là, mais les grippes et les SARS sont depuis 20 ans dans les économies et dans l'humanité. Le conflit ukrainien, c'est pas la première fois qu'il y en a un. Des conflits, il y en a toujours eu. Des chocs pétroliers, il y en a eu en 67, il y en a eu en 73, 79, 90 avec l'invasion de Koweït. Là, la question, c'est de savoir comment on peut se protéger en termes d'épargne. Alors, il y a plein de mécanismes. Alors, je rappelle juste, si j'ai 100 euros à un instant T que je veux utiliser pour acheter, je ne sais pas, un stylo à 100 euros, que je le place sur un livret quelconque à 2% sur 10 ans, j'aurai 102 euros à la fin. Et si je suis sur une inflation à 5%, ce que je pouvais acheter 100 euros au moment où je l'ai placé coûte 105 euros. Donc en fait, je ne peux plus l'acheter, entre guillemets, j'ai perdu 3 euros. Oui, c'est simpliste, mais c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Voilà, c'est-à-dire que si on utilise son épargne pour acheter des biens qui subissent l'inflation, on est au moins obligé d'avoir une épargne qui suive la trajectoire de l'inflation. Et c'est tout à fait vrai pour les revenus et les salaires, puisqu'il y a une trentaine d'années, les salaires étaient indexés, ce qui créait des effets de cavalcade de l'inflation. Bien sûr, oui. Dès que les prix augmentaient, les salaires augmentaient. Là, c'est plus le cas. Donc, c'est encore plus difficile. Et là, je parle pour le salarié qui n'a pas forcément beaucoup d'épargne. C'est que lui, il court après la hausse des prix. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on est face à une inflation qui est supérieure à 5%? Parce qu'il y a quand même une règle qui est bien connue dans l'investissement financier, c'est que plus les rendements sont élevés, plus les risques sont élevés. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est dans une situation qui est particulière parce que les taux longs et les taux courts et la situation des taux n'incluent pas du tout cette prime d'inflation. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait beaucoup d'inflation, mais les taux d'intérêt étaient très élevés. Donc votre taux nominal, qui est composé d'une partie réelle et d'une anticipation d'inflation, prenait en compte le fait que les prix augmentaient. Aujourd'hui, vous n'avez pas de rendement, mais vous avez l'arme de destruction massive qui est toujours là, qui est là et qui vous mange votre capital. Et c'est là où, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à naître chez l'épargnant en se disant quels moyens j'ai, quel actif j'ai, quel risque je dois prendre pour au moins protéger mon capital contre peut-être pas 5 ou 6, mais déjà 3, 4, c'est énorme. Capitaliser tous les ans, c'est gigantesque, sachant que le taux sans risque est à 0 plus. Et du coup, la réponse, c'est quoi? C'est les marchés actions qui pourraient permettre de limiter la perte de pouvoir d'achat face à l'inflation? C'est l'immobilier dans certaines villes? Alors, il faut chercher des mécanismes d'investissement qui sont naturellement, juridiquement indexés à l'inflation. Alors, vous avez dit les actifs immobiliers physiques. Quand vous êtes propriétaire, le loyer est indexé avec l'IRL, etc. Vous avez sur les marchés cotés les obligations indexées à inflation, qui sont généralement des obligations souveraines, des OAT, OATI. Bien sûr. Ça, naturellement, on récupère dans son rendement.
c'est pas forcément des placements accessibles à tout le monde. Alors, on en reparlera. Mais naturellement, l'actif, je dirais aujourd'hui, le plus profond et qui réplique le mieux l'inflation, c'est le marché action. Mais il y a une limite. C'est-à-dire que toutes les entreprises produisent des profits nominaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans la sphère de prix. En revanche, s'il y a trop d'inflation, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas répercuter ces coûts. On voit bien sur les matières premières, etc. Quand c'est 1%, ça va. Quand c'est 5%, donc on dit les marchés actions, c'est bien quand il y a l'inflation entre 2 et 4. D'accord. Parce que quand il y a l'inflation entre 2 et 4 et qu'il y a un peu de croissance, c'est absorbable. Le PIB se retranscrit dans les profits, donc dans la microéconomie, donc la macro passe à la micro, et les entreprises savent gérer. Là, on est sorti de ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dirais, il faut aller là où la dynamique de prix est le plus favorable pour certains modèles économiques. Alors, on pense tout de suite aux matières premières, donc les entreprises minières, où il y a pas mal d'entreprises de phosphate, d'engrais aux États-Unis, au Canada, qui sont au plus haut. Alors, j'allais dire, c'est presque un peu tard, mais je donne les clés de lecture, d'épargne. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tout de suite aujourd'hui. Quand une matière première monte, il faut évidemment aller sur les producteurs. Ça a marché pour le pétrole, et puis avec la guerre en Ukraine, comme on a vu que beaucoup de pétroliers désinvestissaient de la Russie, il y a eu un contre-effet. Donc vous voyez, tout n'est pas mécanique. J'achète une société minière, le cours de la matière première que je considère l'acier, ça va monter. C'est vrai, ArcelorMittal a beaucoup remonté depuis son point bas parce que c'est un aciériste et qu'on avait besoin d'acier au début d'année. Donc accompagner les entreprises qui elles-mêmes peuvent bénéficier de chocs inflationnistes. Voilà. Donc les matières premières, le prix augmente, on se met derrière une société minière ou d'engrais et on va naturellement être protégé. Mais ça, c'est pour les actions. Ça, c'est pour les actions. Pour les obligations, il y a aujourd'hui disponible des fonds qui investissent sur cette thématique. Alors, il y en a partout, chez AXA, chez CPR Focus Inflation. Donc là, c'est globalement un OPCVM obligataire qui rassemble des souches obligataires qui sont indexées. On peut aussi le faire via des ETF. Lixor, BlackRock, ces gens-là ont donc des produits liquides journalièrement qui sont des produits à base obligataire. Donc on n'est plus dans la sphère action, bien sûr, on est dans la sphère obligataire. Et là, vous avez naturellement une couverture et ça avait déjà pas mal marché depuis quelques mois. Ça risque de continuer à marcher puisque mécaniquement, ces produits sont indexés. Donc en fait, il faut chasser l'inflation, quoi. Il faut aller chercher l'inflation. Oui, il faut aller la chercher. C'est pas évident. Les actifs immobiliers, les sociétés foncières doivent en bénéficier puisque les loyers sont indexés. Mais il y a une limite. Vous savez, l'inflation, c'est l'image du tube de Don Stiefries, ce fameux banquier central allemand. Quand il sort du tube, l'inflation, et c'est la maîtrise de cette inflation. Parce qu'une inflation galopante, c'est mauvais pour tout le monde. C'est-à-dire que ça voudra dire forcément un scénario récessif. Et là, je reboucle avec la question de la récession. C'est que même si on n'est pas en récession et qu'il y a toujours 2% de croissance, puisqu'on est en train de réviser, notamment à cause de la crise des matières premières, mais aussi à cause de l'impact des sanctions, bien sûr, qui ont, par exemple, beaucoup affecté le secteur bancaire, on va avoir une Europe qui va croître à 2. On passe de 4 à 2, je schématise. Mais on avait un acquis de croissance de sortie de crise pandémique de 2. Donc, en fait, en théorie, on est déjà au bord d'une situation qui est en pratique récessive. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans les indicateurs de confiance, dans les indicateurs de prise de commande, comme c'est des indicateurs retardés, le premier semestre, on va voir ces... Et alors, il nous reste une vingtaine de secondes. Quand on est dans un choc inflationniste, on chasse l'inflation. Quand on se retrouve en récession, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est le mauvais... Non, c'est le mauvais scénario. Ça, c'est pour ça que les banquiers centraux sont très attentifs. C'est qu'il ne faut pas que l'inflation et les conséquences de ce conflit se traduisent en récession. Parce que là, pour un investisseur, il y a la pierre, il y a le cash. Et j'allais dire, il n'y a pas grand-chose d'autre. Peut-être l'or. Mais on est dans une situation assez difficile. Bon, on n'y est pas encore, mais merci beaucoup Igor Demac. Je rappelle que vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.